Ravi de retrouver sur France 24 en cette mi-journée. Bienvenue à vous dans ce Paris Direct. Voici tout de suite les principaux titres du jour. À la une, le durcissement dans la confrontation entre Israël et l'Iran. 5e journée de bras de fer. Et les deux pays ne montrent aujourd'hui aucun signe d'apaisement. Téhéran menace d'intensifier ses frappes dans les prochaines heures, tandis que Tsahal a annoncé avoir éliminé le chef d'état-major iranien. Nous verrons qu'au milieu de tout cela, les civils tentent de fuir, et ce des deux côtés. L'inquiétude dans les deux camps est encore effectivement montée d'un cran, et ce n'est pas le départ prématuré de Donald Trump du G7 qui apportera de l'apaisement. Le président américain entretient le flou sur les raisons de cette fin de sommet précipitée à bord de l'Air Force One. Trump a dit vouloir une fin réelle au conflit, pas juste un cessez-le-feu. Décryptage dans quelques instants avec vous, Anne Corpé. Bonjour Anne. Ces derniers développements qui détournent en tout cas les regards de deux autres conflits, celui en cours à Gaza, celui aussi en Ukraine. Pourtant, au moins 14 personnes ont péri la nuit dernière à Kiev. Volodymyr Zelensky dénonce ce matin l'une des pires attaques russes depuis le début de la guerre. Nous entendrons les nouvelles de Gulliver Krag, notre correspondant dans la capitale. Allez, des images pour commencer ce journal. Celle de milliers d'Iraniens tentant de fuir la ville de Téhéran. Un départ rendu extrêmement difficile en raison de l'immensité de la capitale, près de 700 km². Pourtant, la volonté est bien là. Au 5e jour de l'offensive avec Israël, beaucoup se sont résolus à partir, alors qu'il n'y a bien souvent aucun endroit où se réfugier. Les abris souterrains dans les métros sont notamment fermés à la population. Les civils savent aussi que les frappes vont probablement s'intensifier dans les prochaines heures, d'un côté comme de l'autre. La dernière nuit a déjà été particulièrement rude pour l'Iran, qui déplore de son côté plus de 200 morts. Sophie Samaï. Le grand bazar de Téhéran, totalement désert. Une image rare dans cette ville qui compte plus de 10 millions d'habitants. Ici, tous les magasins restent porte close pour des raisons de sécurité. L'espace aérien est fermé, tout comme les métros de la capitale. Ne reste donc que la voiture pour tenter de fuir la ville au plus vite. Alors devant cette station-service, la file de véhicules ne cesse de s'allonger. Certains n'ont d'autre choix que de rester et de s'abriter comme ils le peuvent. On ne peut pas fuir, on n'a aucun moyen de fuir. On est là à rester enfermé et à attendre. Je ne sais pas jusque quand cette situation va continuer, jusque quand on va rester vivant en fait. Et vous savez ce qui me détruit encore plus, c'est que je vois qu'on est soutenu par personne. Il n'y a personne qui parle de nous. Au 5e jour du conflit, la campagne aérienne israélienne sur Téhéran semble s'étendre. L'État hébreu affirme avoir tué une dizaine d'officiers iraniens depuis le début des frappes. La réponse iranienne n'a pas tardé. Les gardiens de la révolution ont lancé une nouvelle vague de missiles contre Israël. Ici à Tel Aviv, les habitants se cachent dans des parkings ou des abris souterrains pour tenter d'échapper aux bombes incessantes. Notre voisin a été tué tôt ce matin. Non, il n'a pas été simplement tué, il a été assassiné par l'attaque iranienne. C'était une matinée terrifiante. Nous avons couru vers les abris et c'est ce qui nous a sauvé la vie. Des deux côtés, l'escalade semble inévitable, mais pour Benyamin Netanyahou, seule la mort de l'ayatollah Khamenei mettra fin au bombardement. On va aller plus loin avec vous, Anne Corpé, à l'heure où on nous signale en Iran une cyberattaque qui paralyserait l'une des principales banques publiques, donc difficulté on l'imagine pour retirer de l'argent liquide. Jusqu'ici, les Iraniens, ils avaient quand même plutôt adopté une réponse relativement mesurée. On sait qu'ils veulent à tout prix éviter de tomber dans le piège d'une dégradation encore plus sévère et qui serait évidemment pas à leur avantage. Plusieurs signes nous montrent qu'on pourrait vivre ces prochaines heures un durcissement de la confrontation. Oui, en tout cas, les gardiens de la révolution, l'arme idéologique du régime, affirment avoir ciblé ce matin un centre du Mossad, les services de renseignement extérieur israéliens. Ce centre, selon leur communiqué, serait en feu à Tel Aviv. Selon l'agence de presse iranienne, les gardiens de la révolution affirment aussi qu'une nouvelle vague de missiles plus puissants a récemment été lancée sur Israël. On devrait en avoir le cœur net d'ici 10 à
15 minutes, le temps nécessaire pour atteindre l'État hébreu depuis l'Iran. Le commandant en chef de l'armée de terre iranienne a de son côté affirmé que les attaques contre Israël allaient s'intensifier dans les prochaines heures. Il a parlé, lui, de centaines de drones. L'agence de presse iranienne affirme enfin que la défense du pays avait abattu un F-35 israélien. Selon l'INRA, ce serait le 4e jet israélien abattu par la défense iranienne. Téhéran veut donc clairement afficher sa puissance, montrer que les attaques israéliennes ne sont pas venues à bout de son dispositif d'attaque, que le régime conserve en réalité une capacité de nuisance, qu'il peut faire du mal à son ennemi. Mais les Iraniens, il faut le noter, se sont bien gardés d'évoquer les bases américaines de la région. Certaines d'entre elles sont situées juste de l'autre côté du Golfe Persique, à portée immédiate des missiles iraniens. Ils n'ont pas non plus, les autorités iraniennes n'ont pas non plus évoqué l'idée de fermer le détroit d'Ormuz, par lequel transite 20% du pétrole mondial. Une attaque contre les bases américaines entraînerait immédiatement une riposte des États-Unis. C'est ce que le secrétaire d'État américain a dit dès vendredi, au jour du lancement de l'offensive israélienne. Et la fermeture du détroit d'Ormuz entraînerait une hausse immédiate des prix du pétrole, une inflation généralisée, et ce serait aussi considéré comme une provocation par Washington. Voilà, réaction également côté israélien d'Israël Katz, qui a mis en garde le guide suprême Ali Khamenei, qui pourrait connaître un destin similaire à celui de l'ancien homme fort de l'Irak, Saddam Hussein. On voit bien que ça va crescendo aussi dans les propos qui sont prononcés d'un côté comme de l'autre. Les regards aujourd'hui, ils vont se tourner, ils ont déjà commencé à se tourner vers Washington. La Maison-Blanche, que Donald Trump, qui participait au G7, va rejoindre prématurément, puisque le président américain a donc quitté subitement ce matin le sommet, tout en laissant planer le mystère sur cette urgence de son agenda. Trump a déjà balayé de la main toute idée de cessez-le-feu qu'il aurait voulu aller négocier. Écoutez-le tout de suite s'adresser à la presse à bord de l'Air Force One. On cherche mieux qu'un cessez-le-feu. Qu'est-ce qui est mieux qu'un cessez-le-feu? Une vraie fin, pas un cessez-le-feu, une fin. Donc quelque chose de permanent? Oui, ou bien ils peuvent abandonner entièrement, ça va aussi. Est-ce possible dans les prochaines 24-48 heures? Pourquoi pas? Un abandon complet, c'est possible. Rappelez-vous, l'Iran ne peut pas avoir l'arme nucléaire. C'est très simple. Il n'y a pas besoin d'entrer trop dans les détails. L'Iran ne peut pas avoir l'arme nucléaire. Voilà, Trump qui a été longuement interrogé par les journalistes à bord de cet avion, parce que dans un premier temps, Emmanuel Macron, notamment, a dit qu'il se retirait pour aller négocier un cessez-le-feu. Il a évidemment, en taclant au passage le président français, balayé de la main cette option. Là, il est censé clarifier les choses. Au final, ça ne nous aide pas du tout à savoir ce qui va se passer. Non, à bord d'Air Force One, il s'est effectivement exprimé pendant plusieurs minutes. Il a répondu aux questions des journalistes, alors qui l'ont d'abord interrogé sur la question de savoir si les Américains allaient livrer aux Israéliens ces bombes anti-bunker. Les Israéliens réclament ces engins de plus de 13 000 kilos, seuls capables d'atteindre les structures nucléaires profondément sur le site de Natanz, notamment. Et sur le site de Fordo, où ces infrastructures sont enterrées sous une montagne. Là-dessus, Donald Trump n'a pas voulu répondre, mais il a réitéré, on l'a peut-être entendu, je n'en suis pas sûre, son appel à évacuer Téhéran. Beaucoup de choses horribles vont se passer, a-t-il prédit. La population fera mieux d'évacuer, même si pour les 13 à 15 millions d'habitants, c'est une chose extrêmement compliquée. Le président américain a aussi fait part de sa lassitude face à l'attitude de Téhéran. Je n'ai plus tellement envie de négocier maintenant, a-t-il lâché, tout en disant Téhéran sait comment me joindre si le régime le souhaite. En gros, je répondrai au téléphone. Il dit aussi, donc on l'a entendu, ne pas souhaiter un cessez-le-feu, mais la fin définitive du conflit entre Israël et l'Iran, sans préciser ce que cela signifie également. Donald Trump a enfin assuré
et ce n'est pas négligeable, que les Iraniens ne s'en prendraient pas aux bases américaines de la région. Alors, toutes ces déclarations peuvent paraître en effet contradictoires. Le président américain continue de maintenir cette profonde ambiguïté. Il manie la menace avec cette prédiction de choses horribles qui vont se passer, selon lui, à Téhéran. Mais dans le même temps, il a signé le communiqué du G7 qui appelle à la désescalade. Il exclut donc toute attaque iranienne contre les bases américaines qui entraînerait l'implication immédiate des États-Unis dans la guerre. Au fond, c'est du Donald Trump tout craché. Il estime que son imprévisibilité est un atout, même si en réalité elle ne fait que semer le trouble et encourage le gouvernement israélien dans sa stratégie offensive. Merci beaucoup Anne Corpé. On va évidemment continuer à décrypter et à suivre au plus près ces développements. Tout semble s'accélérer tout de même. Un troisième front ouvert par Israël, donc vendredi dernier, qui a provoqué le report de la conférence à l'ONU sur l'État palestinien qui devait s'ouvrir aujourd'hui. Un troisième front qui détourne aussi le regard de la bande de Gaza, où pourtant les morts se comptent toujours quotidiennement par dizaines. La défense civile de Gaza déplore depuis ce matin au moins 50 morts de plus et près de 200 blessés sur un site de distribution de l'aide humanitaire. Des victimes touchées par les balles israéliennes dans le sud, près de Khan Younes. On aura l'occasion d'en parler à 14h15 dans Derrière l'image. La confrontation avec l'Iran fait aussi oublier l'autre grande guerre du moment, celle entre l'Ukraine et la Russie. Cette nuit, pourtant, la capitale ukrainienne a connu l'une des pires attaques de ces 3 dernières années. Au moins 14 personnes, dont un Américain, ont péri à Kiev. C'est ce que nous raconte tout de suite notre correspondant Gulliver Krag. Selon les autorités ukrainiennes, ce serait une missile balistique qui aurait frappé directement l'immeuble que vous voyez derrière moi. Il s'agit d'un immeuble d'appartements de 9 étages. Une cage d'escalier a été complètement détruite. Le ministre de l'Intérieur a dit qu'il y a encore 5 personnes qui sont portées disparues, qu'ils pensent qu'ils sont peut-être dans les décombres derrière moi. Ce matin, une personne a été sauvée vivante. Les grues sont à l'œuvre, vous voyez peut-être, pour déplacer la structure, les gros morceaux de béton. Et ça va des grandes grues jusqu'aux chiens. Ils emploient aussi des chiens pour chercher les personnes qui sont peut-être encore sous les décombres. Cet immeuble est seulement l'un sur 27 sites dans la capitale ukrainienne qui auraient été frappés pendant la nuit selon les autorités. Il y a eu aussi un immeuble résidentiel pour étudiants et des écoles, des établissements que les Ukrainiens décrivent comme commerciaux ou d'infrastructures. C'était vraiment, oui, l'une des frappes les plus importantes sur la capitale depuis le début de la guerre, qui a été effectuée avec des vagues de drones qui ont duré environ 8 heures, en fait, toute la nuit quasiment, et aussi pendant une période courte d'environ 50 minutes, des missiles de croisière, des missiles balistiques aussi qui sont venus à l'appui, et c'est eux qui ont fait la plus grande destruction que vous voyez derrière moi. Ce n'est pas uniquement Kiev qui a été frappé, il y a au moins un mort aussi selon les autorités à Odessa, et Zaporizhia, grande ville industrielle de l'Est de l'Ukraine, a été frappée aussi. Et dans le reste de l'actualité internationale, si vous vivez en France, vous avez peut-être fait le constat que le mercure était reparti à la hausse et les températures vont continuer d'augmenter pour atteindre sûrement un pic de 40 degrés en fin de semaine. Dès demain, la barre des 35 degrés devrait être franchie dans le sud-ouest du pays, dans la basse vallée du Rhône, dans le Midi ou encore en région parisienne. Le plus dur est annoncé pour vendredi.